Frédéric, est-ce que vous pourriez nous repréciser les contours, le contexte de votre tribune et les raisons pour lesquelles vous estimez que la société à mission constitue une dérive? Oui, ça reprend un petit peu la confusion que j'évoquais tout de suite entre la création de profit d'une part et le partage du profit d'autre part. C'est que moi, je pense que les entreprises, leur rôle, c'est de le créer, ce profit, mais de ne pas prendre de décision sociétale, morale, politique sur la manière dont il doit être partagé. Parce que dans ce cas-là, vous vous exposez à des conflits qui peuvent être très compliqués sur le plan moral, justement, entre la rentabilité et un éventuel désintéressement et participer à une espèce de bien commun. Et je crois, alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Kant, par exemple, que quand on ajoute l'intérêt à une action, on lui retire en fait sa valeur morale et que la morale implique nécessairement le désintéressement. Et donc, moi, ce que je pense, c'est que les entreprises doivent créer ce profit, mais c'est ensuite à d'autres structures, et notamment, bien évidemment, aux structures étatiques, élues, démocratiques, de décider comment la richesse doit être partagée. La question politique, à mon sens, doit être avant tout entre les mains d'élus démocratiquement et non pas entre les mains de dirigeants d'entreprise qui, eux, par définition, ne le sont pas. Donc voilà, moi, je ne vois pas très bien pourquoi on a besoin de rajouter cette couche-là aux entreprises. Les entreprises, elles ont un sens. Leur sens, c'est de créer des richesses au service de la prospérité collective. C'est un sens qui est éminemment respectable. Et dire que ce n'est pas un sens respectable, je ne sais pas trop de quoi ça relève, peut-être d'une espèce de contrition catholique, d'idéologie marxiste, mais en tout cas de quelque chose qui, à mon avis, n'est pas du tout nécessaire au fonctionnement normal du capitalisme, qui, je le rappelle, est un moteur de prospérité collective, quoi qu'on en dise. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Chine quand ils ont adopté le système capitaliste. On est passé, selon les chiffres de la Banque mondiale, d'à peu près 98% de la population qui était en dessous du seuil de pauvreté absolue à, je crois, maintenant moins de 1%. Bien, vous voulez réagir ou j'oriente un peu la réaction, puisque dans votre réponse, vous décortiquez cette tribune, vous parlez justement d'une méprise qui serait faite sur l'entreprise politique. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui différencie, selon vous, une participation à la vie de la cité et entrer dans l'arène politique? Globalement, toute entreprise participe à la vie de la cité. En fait, la politique, c'est comme ça à la base, hein. Si on revient vraiment à la genèse du terme de politique, c'est la vie de la cité. Et donc, une entreprise, elle ne vit pas hors sol. Elle est implantée dans une zone d'activité, que ce soit en ville, en zone urbaine, en zone rurale, peu importe. Elle fait partie d'un écosystème. Donc un écosystème, c'est quoi? C'est un bassin d'emploi, c'est des familles, c'est des emplois indirects, c'est un environnement composé de faune, de flore, de riverains, d'autres entreprises. Donc c'est tout cet écosystème dans lequel une entreprise s'inscrit. Donc là, c'est vrai que moi, je suis peut-être plus au niveau micro que Frédéric, qui a un point de vue très, très macro. Donc participer à la vie de la cité, c'est participer à l'entretien de cet écosystème. J'ai en tête un exemple tout bête d'un dirigeant qui m'expliquait ça il y a pas longtemps. Il est installé dans une commune, un petit bourg de quelques milliers d'habitants, dans la périphérie d'une grande ville française. Il se trouve qu'il travaille beaucoup avec des clients allemands. Et dans son bourg, il y a un hôtel-restaurant. Et dans cet hôtel-restaurant, personne ne parle ni anglais ni allemand. Il s'est dit, ça pose quand même problème par rapport à mes clients qui viennent et même par rapport à l'hôtel-restaurant, parce que potentiellement, ils perdent du business, les clients vont plus loin, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aidé le restaurant à traduire les menus en anglais et en allemand. Ça peut paraître tout bête, mais c'est ça aussi, participer à la vie de la cité. Entrer dans l'arène politique, c'est autre chose. Entrer dans l'arène politique, c'est participer au processus de décision de politique publique ou prendre des décisions qui pourraient être assimilées à des politiques publiques. Et l'exemple de Twitter qui décide d'arrêter le compte de Donald Trump peut rentrer dans cette dynamique-là, d'autant plus que c'est pas forcément quelque chose qui est inscrit dans les statuts de Twitter. Et là, effectivement, je peux rejoindre Frédéric sur le fait que il peut y avoir des choses un peu plus délicates à gérer et je ne serais pas forcément d'avis que toutes les entreprises rentrent dans l'arène politique à proprement parler. C'est pas très fréquent en France quand même ce type de décision, de prise de position, parce qu'on est assez frileux au niveau des entreprises sur ces sujets-là, mais ça peut arriver. En fait, je pense que vraiment pour moi la différence, c'est que participer à la vie de la cité, c'est participer à son écosystème local qui
peut s'inscrire dans des problématiques beaucoup plus larges et rentrer dans l'arène politique, c'est vraiment participer au processus de décision, prendre des décisions qui pourraient relever d'autres autorités publiques élues. Et là, c'est pas la même chose. Il y a une question de transparence et une question là je rejoins Frédéric, du fait que les entreprises ne sont pas élues. Et donc, ça peut jouer sur des mandats démocratiques. Et là, ça peut devenir un problème. Alors, si je peux me permettre, on est tout à fait d'accord, hein. C'est-à-dire que ce que décrit Vivien, c'est le rôle social, sociétal de l'entreprise, qui bien évidemment est incontestable, hein, depuis toujours. Même d'ailleurs, le rôle social est inclus dans le Code civil depuis 200 ans, hein, ça, c'est pas une question. Et je ne considère absolument pas les entreprises hors sol, ce genre de choses. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Elles ont un rôle éminemment d'inclusion dans leur écosystème, ça va tout à fait de soi, pour dégager une rentabilité. Au passage, si l'entreprise que vous décrivez a fait traduire le menu en allemand, c'est pour que ses clients et ses fournisseurs puissent travailler correctement avec elle. Et donc, voilà, c'est tout à fait normal. Et c'est bien parce que, par ailleurs, ça permet à ce restaurant, lui aussi, de vendre plus de repas. Donc, c'est très bien aussi pour lui. Mais on est bien d'accord. Ça, c'est du rôle social, sociétal, au niveau local. Quel intérêt de l'inscrire dans une mission ou une raison d'être? Là, j'avoue que je ne comprends pas, parce que par définition, l'entreprise, elle a ce rôle, et donc vouloir officialiser ça, et donc le marquer et le rentrer dans les statuts, là, à mon avis, ça fait rentrer dans une autre dimension que moi, j'appelle politique. Et là, je ne vois pas l'intérêt de ça, et une nouvelle fois, je pense que c'est une pente qui est dangereuse, parce que défendre le bien pour les uns, ce n'est pas la même chose que défendre le bien pour les autres, et avoir cette position politique, en dehors de cette position sociale, avoir cette position morale, eh bien, ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des entreprises qui défendent des idées qui ne seront pas les vôtres. Et ça peut devenir très désagréable. Alors, là, si je peux me permettre de réagir à ça, en fait, là, on arrive sur un autre terrain qui est le champ d'action de cette mission. Et le pourquoi, effectivement, inscrire une mission dans ces statuts. Il y a plusieurs raisons à ça. Et pour le moment, les principales raisons qui motivent les entreprises à inscrire des missions dans leurs statuts sont souvent de deux ordres. La première raison, c'est d'officialiser quelque chose qui, effectivement, est peut-être déjà le cas dans les faits, dans les actions, mais ça permet de l'officialiser et de dire on l'inscrit, on l'ancre quelque part à un endroit où c'est très très difficile de changer les choses. La deuxième raison, et c'est une raison qu'on voit de plus en plus, notamment pour les startups qui sont en train de grandir et qui voient leur actionnariat se diluer, c'est pour se protéger aussi. C'est pour se protéger par rapport à potentiellement un actionnariat qui pourrait avoir des intérêts divergents du projet initial et qui pourrait amener l'entreprise à mener des actions qui seraient en contradiction avec le projet initial et qui pourraient certes dégager de la rentabilité, mais de la rentabilité qui serait contraire au projet, aux valeurs initiales portées par les fondateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus et qu'on verra aussi, je pense, dans les prochaines années lié aux successions. Quand on a un dirigeant qui part à la retraite, il a porté un projet toute sa vie et il a envie que ses successeurs restent dans cette même lignée-là. Deux réactions par rapport à ça, hein. La première, c'est je trouve ça un petit peu étonnant que ce soit instrumentalisé justement pour éviter les opérations de fusion-acquisition. Ça me donne un petit peu le sentiment que vous faites partir le capitalisme par la porte et puis il rentre par la fenêtre, quoi. C'est-à-dire qu'il va utiliser l'entreprise à mission comme un outil capitalistique, en fait. Ce qui est quand même bizarre. Et puis la deuxième chose, une nouvelle fois, c'est, moi je comprends que la patron qui s'en va, c'est compliqué, il n'est pas sûr que ses successeurs vont faire la même chose que lui, et donc il ancre sa vision à lui, personnelle, surtout quand il est actionnaire principal, dans les statuts de l'entreprise. Mais dans ce cas-là, que deviennent une nouvelle fois les opposants? Enfin, je veux dire, ceux qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, ils sont censés s'en aller? Ils sont censés, je ne sais pas. Est-ce qu'à terme, ça veut dire qu'on choisira son opérateur téléphonique ou son boulanger en fonction des opinions politiques qu'il a affirmées et que lui-même, d'ailleurs, choisira ses clients en fonction de ce qu'eux-mêmes auront pour opinion, parce que sinon, ça ne rentrera pas dans sa mission? Il y a deux choses. La première, c'est que je doute très franchement que tout le monde rentre dans ce moule à terme. Je ne pense pas que ce soit forcément souhaitable d'ailleurs. Et la deuxième chose, c'est que j'ai envie de vous dire que c'est déjà le cas. Il y a déjà des clients et des consommateurs qui choisissent les entreprises qu'ils ont envie de mettre en avant parce que ces entreprises défendent certaines idées, généralement liées au…
si je peux me permettre, ce que je dis, c'est l'inverse. Ce n'est pas ceux qui, ah ouais, je partage votre idée, donc je vous rejoins. Moi, la question que je pose, c'est, attendez, je ne partage pas votre idée, donc ça veut dire que je dois forcément aller ailleurs.